Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Plus de 15 millions de personnes dans le monde ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus. 15 millions de personnes, dont environ 5 millions aux États-Unis et 4,5 millions en Chine. L'Europe a commencé aussi. À ce jour, 6 types de vaccins, 58 autres sont testés sur l'homme dans le cadre d'essais cliniques. Et l'Afrique, dans tout ça, demande-t-on, le continent noir, relativement peu touché par la pandémie, a-t-il besoin de vaccins au stade actuel du développement de la maladie? Élément de réponse avec notre invité du jour, le professeur Didier Ekwevi. Professeur, bonjour. Bonjour Gilles. Et merci de répondre à notre invitation. Vous êtes médecin, épidémiologiste et chef du département de santé publique à l'Université de Lomé. Exact. Très impliqué dans la riposte contre la maladie dans votre pays. Merci. Merci, avec plaisir. Ouais. Pour commencer tout de suite, professeur Ekwevi, l'élaboration d'un vaccin, nous dit-on souvent, prend beaucoup de temps, mais ici, en moins d'un an, un vaccin est mis au point. Alors, qu'est-ce qui a rendu l'impossible possible, professeur Ekwevi? Je dirais tout simplement qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, et ils l'ont fait. Il y a eu une mobilisation internationale sans précédent. Il y a des moyens financiers qui étaient considérables. Et deuxièmement, il faut se dire qu'il y a plusieurs chercheurs. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent permettre de développer un vaccin. Avec la nouvelle stratégie, probablement dont on parlera tout à l'heure avec l'ARN messager, qui a simplifié certains processus dans l'élaboration d'un vaccin. Et ensuite, il faut se dire que certaines autorisations ont été très, très vite données. Donc, avec ces moyens considérables, vraiment, le travail a été bien fait, mais sans sauter forcément les étapes. Vous devez savoir qu'il y a quand même plus de 200 essais vaccinaux qui ont été lancés, et c'est seulement 14 qui sont arrivés à ce que nous appelons à la phase 3, qui permet de conclure à l'efficacité et à la tolérance de certains vaccins. Il y a eu également des échecs, c'est-à-dire dans certaines stratégies vaccinales, dans certaines approches. Donc, c'est pas si facile. Donc, voilà un début. En tant que scientifique, je dirais que c'est un progrès énorme. Et il faut maintenant observer ce qui va se passer pour prendre les meilleures décisions pour la population africaine. Donc, je retiens qu'il y a eu beaucoup plus de moyens. Beaucoup plus de moyens. Les lourdeurs administratives ont été raccourcies. Exactement, exactement. Mais scientifiquement, en tant qu'épidémiologiste, est-ce que vous pensez qu'en moins d'un an, est-ce qu'il est possible d'avoir un vaccin, même si ces étapes ont été écourtées, toutes les étapes ont été écourtées? De par l'expérience qu'on a sur la maladie à virus Ebola, qui entraîne aussi une épidémie, il a fallu 15 à 16 mois pour trouver un vaccin. Mais lorsque vous avez, par exemple, les effectifs qui sont doublés, lorsque vous avez, par exemple, de moyens considérables, qu'il n'y a pas d'appel d'offres, que vous avez des chèques en blanc, vous allez beaucoup plus rapidement. C'est comme si je vous demandais tout simplement est-ce que vous pouvez construire une maison en 6 mois. Vous allez me dire, si j'ai les moyens, je le ferai en 6 mois. C'est exactement pareil. C'est ce qui s'est passé. Alors, on verra. Il y a plusieurs vaccins qui ont été validés pour le moment. Il y a le vaccin Pfizer de BioNTech. Nous avons Moderna qui a sorti également son vaccin, AstraZeneca, Oxford du Royaume-Uni, Sputnik 5 de la Russie. La Chine aussi a sorti son vaccin, Sinopharm et Sinovac. Alors la question que je voudrais vous poser, pourquoi autant de vaccins à la fois? Chaque pays veut y aller de sa technologie. Parce qu'il y a plusieurs approches. Il y a ceux qui ont décidé de construire ou bien d'identifier un vaccin à partir du procédé classique et de dire on tue le virus. C'est ce qu'on appelle des vaccins inactivés. Et ceux qui ont décidé de faire une autre approche en utilisant ce qu'on appelle des vecteurs viraux. Donc, il y a plusieurs stratégies. C'est comme si vous me demandez pourquoi Boeing et puis quoi Airbus, quoi. Donc, il y a plusieurs stratégies et chacun pense que sa stratégie est la meilleure. Et à la fin, on verra quelle est la meilleure stratégie. Je ne pense pas qu'il y aura de meilleure stratégie. Chaque vaccin apportera un lot
de bénéfices, avec des efficacités, avec des tolérances. Et il y a beaucoup encore d'inconnus. Donc, vaut mieux avoir plusieurs stratégies vaccinales que d'avoir une seule stratégie vaccinale. Et deuxièmement, il faut se dire que c'est une pandémie, puisque là, il faudrait vacciner si on veut arriver à ce qu'on appelle l'immunité collective, c'est-à-dire que 50% de la population doivent être entrés en contact avec le virus, soit par la maladie, soit par la vaccination, pour casser la chaîne de transmission. Un seul laboratoire ne pourrait pas répondre à la demande, puisque la demande elle est nettement supérieure à l'offre. Donc, on verra avec le temps que chaque vaccin a des avantages et présente des inconvénients. Peut-être je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'il n'était pas possible de mettre à contribution les différentes technologies pour faire un travail commun? Tous ces laboratoires se mettent ensemble pour sortir un vaccin. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus efficace? Non, ça serait même plus difficile parce que déjà, je pense que les négociations sur le plan juridique vont même prendre plus de temps déjà pour se mettre d'accord que le travail réellement scientifique. Et vous savez, lorsque vous êtes scientifique, chacun croit vraiment en sa stratégie vaccinale et aussi par rapport à son expérience des autres vaccins. Donc, il faut laisser le choix à chaque pays. Et je pense que c'est ça. Il y a une concurrence. Et on sait également qu'il y a une question d'argent. Il y a un retour d'investissement énorme qui est derrière. Et chacun croit effectivement que ça serait beaucoup plus facile comme ça. Mettre ensemble les chercheurs, c'est extrêmement difficile. Qui va avoir la paternité du vaccin? Donc, ça va être des négociations très, très, très compliquées. Après, on trouve le vaccin, c'est de voir comment mettre ces vaccins à la disposition des populations. Mais dans un tel contexte, une pandémie à laquelle le monde fait face, est-ce qu'il est intéressant de réfléchir en termes de concurrence, en termes commerciaux encore? Oui, parce qu'il y a un investissement énorme. Après, c'est des négociations qui dépasse les scientifiques pour savoir quel est le prix, est-ce qu'on le donne à titre, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est une contribution modeste, ça c'est autre chose. Mais dans le développement, dans les aspects scientifiques, c'est d'énormes investissements. Il faut payer les chercheurs qui travaillent. On a multiplié le nombre de chercheurs par 2, par 3 dans certains labos. Il faut entretenir ces labos, il faut acheter des machines. Donc, c'est un investissement énorme. Et il faut quand même forcément, même si c'est gratuit, que quelqu'un paie. Autant ouvrir cette parenthèse maintenant, parce que dans l'élaboration du vaccin, on a constaté que certains pays avaient commandé même les vaccins avant que toutes les phases soient achevées. Est-ce que c'était une bonne stratégie? Vous achetez un produit que vous ne connaissez pas? Parce vous avez vu, c'est la première fois qu'on a une pandémie et que les frontières terrestres sont fermées avec une répercussion économique énorme. Et globalement, il n'y a que 3 stratégies pour contrôler cette épidémie. La première stratégie, c'est qu'on laissait les gens être infectés. C'est le modèle suédois. S'être infecté, on a une immunité collective à partir d'un certain seuil donné. On casse la chaîne de transmission. Ça n'a pas marché. Ou ça n'a pas marché pour le moment? Ça ne marchera pas, parce qu'on se rend compte que ça ne marchera pas. Même les Suédois se sont rendus compte qu'ils se sont trompés de stratégie. La deuxième stratégie, c'était le traitement. Et on a beaucoup misé sur le traitement. À ce jour, il n'y a aucun traitement qui soit efficace contre la COVID-19 ou qui peut empêcher la transmission contre la COVID-19 en dehors de la corticothérapie qu'on utilise dans les formes graves. En dehors. Pour réduire la mortalité. Donc même la chloroquine et l'azithromycine ont fait leur temps. La chloroquine et l'azithromycine a fait son temps, et on s'est rendu compte que, du moins sur le plan scientifique, que tous les essais ont conclu sur la non-efficacité de cette combinaison thérapeutique. Donc il reste une troisième approche. Est-ce qu'ils font partie encore du protocole de traitement au Togo? L'hydroxychloroquine, oui. Certains pays l'ont conservé parce qu'à défaut de proposer autre chose, on l'a gardé, étant donné le nombre de guérisons qu'on trouve. Mais sur le plan scientifique, toutes les publications ont conclu à la non-efficacité de cette combinaison qui associe l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Il y a eu des études au Sénégal qui ont fait croire que l'hydroxychloroquine avait une certaine
comment on va dire, efficacité dans la célérité de la guérison. Entre une communication ou un communiqué de presse et une publication scientifique, il y a une grosse différence. Donc, il y a eu beaucoup de communiqués scientifiques, même très récemment au Burkina Faso. Mais après, il faut la publication scientifique. Il faut que le travail soit validé par les pairs pour qu'on puisse vraiment l'utiliser. Oui, donc qu'est-ce qui s'est passé alors Didier Raoult s'est-il trompé? Parce que c'est quand même un professeur épidémiologiste d'un très haut niveau. Il a un laboratoire avec des collaborateurs. Pourquoi ne s'est-il pas dédié jusque-là C'est difficile. Pourquoi, vous me direz pourquoi le remdesivir qui est utilisé par le laboratoire Gilead n'a pas non plus marché. Il y a les anticorps monoclonaux qui a été utilisé même pour le président Trump. Les derniers essais sont en train de nous montrer que ce traitement non plus n'est pas efficace. Donc voilà. Chacun pense pouvoir avoir la solution miracle et avec le temps on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et il faut rester très humble devant cette pandémie et je crois qu'on va continuer par apprendre. Personne ne va faire le grand chercheur. Non, surtout il faut rester très très humble. Moi je pense qu'il y aura des surprises et il y aura encore énormément de surprises, même avec le vaccin, il y aura des surprises avec le temps. Alors la troisième voie, donc la troisième voie c'est collective. La troisième voie c'est la vaccination. C'est la vaccination. C'est l'approche vaccinale et il faut noter que la vaccination est de loin la stratégie de santé publique qui est la plus efficace et qu'elle permet de sauver chaque année à peu près 3 millions de vies chez les enfants et qui a permis de réduire drastiquement toutes ces épidémies qu'on connaissait dans le temps. En tout cas, au-delà de vos trois approches, et c'est là-dessus que parfois je ne suis pas d'accord avec la médecine occidentale, la médecine classique, il me semble que vous devez changer de paradigme parce que jusque-là, il me semble que vous livrez une guerre contre les virus, les microbes, alors que peut-être il faut chercher à faire la paix avec le corps, à renforcer le corps. De toutes les façons, oui, ouais, c'est votre approche. Non, je ne suis pas scientifique, je ne fais qu'observer. Non, c'est votre approche, oui. Mais pourquoi pas Est-ce qu'on peut gagner cette guerre contre les microbes, les virus? Ça sera une Parce que c'est vous-même, les scientifiques, vous nous expliquez qu'on est entouré de virus, on est imbibé dans les virus. Il y en a des milliers autour de nous. Il faut peut-être comprendre pourquoi, à un moment donné, l'organisme n'arrive plus à résister à certains de ces virus et chercher à les renforcer, ou alors comprendre pourquoi ces virus, à un moment donné, ceux qui nous font du bien commencent par attaquer l'organisme. Non, en fait aussi, c'est le comportement de l'homme. C'est l'homme aussi qui va aller chercher ces microbes d'abord en essayant de consommer tout ce qu'on appelle les animaux exotiques, en essayant d'aller dans la forêt, en essayant de faire de nouvelles découvertes, etc. Donc, il y a plein de micro-organismes qui vont circuler, qui continueront de circuler. Et qu'il faut se préparer finalement à faire face aux épidémies d'une manière globale. C'est pour cela que beaucoup de pays ont créé des instituts de veille sanitaire et en renforçant ce que nous appelons la surveillance épidémiologique et dès qu'il y a une alerte, déclencher tout le système pour qu'il n'y ait pas des épidémies qui soient non contrôlables. Mais franchement, est-ce que vous ne pensez pas qu'on se trompe de combat, vous les scientifiques, le monde médical, est-ce que vous ne vous trompez pas de combat? Est-ce que la guerre contre les microbes, est-ce que vous pouvez la gagner? On pourra la maîtriser. La gagner, c'est difficile, mais on pourra la maîtriser. Et chaque épidémie est pour nous une leçon. Et chaque épidémie, on apprend, on ajuste. Et voilà. Et après, c'est de savoir où est-ce que vous mettrez le curseur par rapport à une priorité en termes de santé. Si je prends le cas du Togo, il y a d'abord l'assainissement du milieu. D'abord pour lutter quand c'est l'assainissement du milieu. On parle beaucoup dans les discours, mais on ne voit pas de politique robuste, comme ce qui se fait dans le cadre des vaccins ou autres dans le traitement. Oui. On ne met pas l'accent sur ces mesures préventives, l'assainissement dont vous parlez. Oui, mais c'est grâce à l'assainissement qu'on a plus le paludisme en Europe. C'est grâce à l'assainissement qu'on a plus, par exemple, le choléra en Europe. Les premières études sur les épidémies de choléra avec un épidémiologiste très connu qui s'appelle Snow, il y a eu des épidémies de choléra en Grande-Bretagne. Donc justement, c'est l'assainissement qui a permis de contrôler ça. Un autre problème sur lequel il faut réfléchir peut-être en amont, c'est par exemple les bidonvilles qui sont créés.
En 2020, c'est la première fois que nous allons avoir une population urbaine qui sera supérieure à la population rurale et qui vont vivre dans des endroits où il y a une promiscuité pas possible. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner? Promiscuité égale à tuberculose, égale à des maladies respiratoires. Donc, c'est vrai qu'il y a la santé, mais au-delà de la santé, il y a quand même l'assainissement avant tout du milieu, la construction de latrines qui doit être une des priorités pour pouvoir contrôler. Donc il y a énormément de chemin à parcourir, mais avec le temps, si ce n'est pas nous qui le faisons, des prochaines générations le feront. Mais ça, c'est l'environnement, mais le corps lui-même, pourquoi vous ne vous interrogez pas assez sur le corps, l'immunité Non, pas le corps, c'est d'avoir une hygiène. C'est-à-dire, quand nous parlons d'hygiène, c'est une hygiène de vie d'abord. L'hygiène de vie commence par d'abord bien se laver, couper les ongles, ensuite ne pas boire de l'alcool, faire du sport, c'est déjà suffisant. Maintenant, même si tout le monde ne partagerait pas cette approche, tout le monde ne partage pas. Les pygmées dans la forêt vivent dans la promiscuité, pas dans votre forme d'hygiène, mais ils sont des gens très solides. Ouais, mais c'est ça, chaque individu. Ceci est d'autant plus vrai que lorsque vous prenez même le coronavirus, nous ne réagissons pas de la même manière face au virus. Donc ça veut dire que non seulement il y a un facteur génétique qu'on ne maîtrise pas dans la survenue des différentes complications ou des manifestations cliniques, et ça aussi, c'est un des facteurs à prendre en compte. Donc, c'est ce qu'on nous appelle à peu près les déterminants de la santé, qui sont des déterminants individuels, qui sont des déterminants qui sont sociaux et qui sont des déterminants environnementaux. Voilà. Vous allez me demander pourquoi quelqu'un fait le cancer alors que l'autre ne le fait pas. Donc, voilà, il y a plein d'éléments. Mais il faut accorder une priorité à la prévention et aller à un état beaucoup plus loin qu'on appelle la promotion de la santé. On va revenir peut-être à ce volet qui me tient à cœur, la promotion de la santé, comme vous le dites si bien, dans l'approche des traitements contre les maladies. Alors, pour revenir à nos moutons ou à nos vaccins, est-ce que les données scientifiques détaillées existent sur les différents vaccins qui ont été déjà homologués? Est-ce que ça existe pour le monde scientifique? À ma connaissance, sur les différents vaccins dont vous avez cité la liste, il y a des publications scientifiques. Normalement, chaque vaccin fait l'objet, chaque découverte fait l'objet d'une publication scientifique. Le vaccin Moderna a été publié dans le New England Journal of Medicine, le vaccin Pfizer également. Par les Américains? Par les Américains. Pfizer, BioNTech, donc le couple américain-allemand, a été également publié dans une grande revue qui est le New England Journal of Medicine. Le vaccin AstraZeneca, donc avec Oxford, a été publié dans le journal qu'on appelle The Lancet. À ma connaissance, ce sont les 3 vaccins pour lesquels nous avons des données. Les publications sont disponibles pour lesquelles nous avons des données où vous pouvez aller lire toutes les données. Même si c'est sous un format un peu réduit de 12 à 14 pages, mais vous avez les données, vous pouvez les interpréter à votre... Ça ressemble à quoi, ces données? C'est-à-dire que... Oui, mais qu'est-ce que c'est? Quels sont les renseignements les vous donnent à travers ces... Les renseignements, c'est qu'on nous décrit d'abord l'objectif de l'étude, deuxièmement la méthode, comment les patients ont été suivis, le nombre de patients. Il y a un élément fondamental qu'on a, c'est ce qu'on appelle le critère de jugement. Qu'est-ce qui permet de juger de l'efficacité, par exemple, du vaccin? Ensuite, combien abandonné, la tolérance. Et après, on discute en disant quelles sont les limites qu'on a observées, et quelles sont les données qu'on n'a pas, quelles sont les prochaines étapes en termes d'avancée sur le plan scientifique. Bon, ce ne sont pas des données du genre où un scientifique prend et est capable d'aller répliquer le vaccin qui a été fabriqué. Non, pas forcément, mais on peut répliquer exactement comment l'étude a été menée. Et si vous lisez clairement ces données, vous allez vous rendre compte que pour les vaccins, ces vaccins qu'on a trouvés actuellement permettent seulement de prévenir contre des formes graves. On n'a pas encore de données pour dire que ça permet de prévenir la transmission. C'est une nuance. Qu'il faut nous expliquer en termes beaucoup plus clairs. Voilà, donc c'est-à-dire que lorsqu'on suit les gens, on a suivi plus de 40 000 patients, je pense que dans l'étude de Pfizer, plus de 30 000 dans l'étude de Moderna. Et quand on suit, on fait quelque chose de très simple. On tire au sort les individus. Un groupe va recevoir le vaccin et puis un autre groupe va recevoir ce que nous appelons un placebo.
et on va leur demander on va les suivre. Mais ici, ce qu'ils ont fait, le critère qui permet de dire que c'est efficace, ce sont que des formes symptomatiques, c'est-à-dire les sujets qui ont présenté des signes cliniques, c'est-à-dire toux, fièvre, etc., confirmés par un test de biologie. Donc, on a très peu, ou bien pratiquement peu d'informations sur les formes asymptomatiques. On ne sait pas si ce vaccin protège contre la transmission du virus. On n'a pas encore ces données. Et même les données qu'on a sont très fragiles pour pouvoir confirmer que ces vaccins protègent contre les formes asymptomatiques, contre la transmission. Et donc, quel est l'intérêt de ces vaccins alors? Voilà, donc l'intérêt, c'est pour cela, si ces vaccins protégeaient contre, si on était sûr totalement, puisque le schéma tel qu'ils l'ont fait, je vais essayer de l'expliquer un peu plus simplement, tel qu'ils l'ont fait permettait de prévenir la transmission, la cible prioritaire serait les enfants ou les jeunes, puisque ce sont les jeunes qui sont plus infectés et qui transmettent aux personnes adultes. Le vaccin actuellement disponible permet de prévenir les formes graves de la maladie. Donc ça veut dire que si vous avez le vaccin ou vous avez les doses du vaccin, vous ne pouvez pas a priori développer les formes graves. Vous ne pourrez pas a priori développer de formes graves de la maladie. Les 3 vaccins dont nous parlons actuellement. Donc la stratégie vaccinale est de dire je vais d'abord cibler les personnes âgées, les personnes qui ont une forte probabilité de développer des formes graves de la maladie, qui sont les personnes âgées, donc première priorité. Et par conséquent, je vais réduire les décès. Deuxièmement, on va essayer d'éviter ce qu'on appelle la surcharge hospitalière. Parce que si vous avez des formes graves, c'est que vous allez être hospitalisé, vous allez occuper des lits, notamment des lits de réanimation, et ceci va impacter sur la gestion des autres maladies, donc réduire la surcharge hospitalière. Donc voilà un peu essentiellement les 2 objectifs, et éviter les formes graves de la maladie et par conséquent les décès et la surcharge hospitalière. Pour le moment, sur la transmission, ils doivent encore faire quelques analyses pour confirmer si ces vaccins permettent de prévenir la transmission contre le coronavirus. La question que je voudrais vous poser maintenant, c'est à l'étape actuelle où on n'a pas encore toutes les informations sur le virus, Covid-19, est-ce que c'est prudent de vouloir développer un vaccin? Oui, parce que ça fait partie on ne peut pas attendre éternellement des médicaments. On a essayé plusieurs médicaments, ça a échoué. Donc on essaie les vaccins et les vaccins vont être améliorés avec le temps. Voilà un peu la stratégie. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a plus de 15 millions de personnes qui ont été vaccinées. Donc on va essayer d'observer sur une période de 3, 4, 5, 6 mois, si ça permet de réduire les décès. Nous avons par exemple une mortalité qui tourne autour de 2,5% de façon globale, mais cette mortalité elle est beaucoup plus élevée chez les personnes âgées. Si on arrive à réduire déjà cette mortalité, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et si nous regardons les données du Togo, de façon simple, si vous avez 100 personnes qui ont la Covid, il y a 2 qui vont décéder. Donc, si on a un vaccin qui permet d'éviter les formes graves, donc forcément que nous allons agir sur la mortalité. Et si finalement, on vous dit que si vous avez 1000 personnes, une personne vont décéder, donc ça veut dire que vous êtes passé de 2% à 1 pour 1000. Voilà. Donc, de toutes les façons, il y a une légère amélioration. Pas une légère, une grande amélioration. Il n'y a pas une légère, mais il y a une grande amélioration. Et ceci, en plus, il faut voir les conséquences économiques. Il faut voir les conséquences économiques. Les frontières sont également fermées. Il faut une reprise économique. C'est vrai que là, on est dans une pandémie où il faut peser également les aspects économiques et les aspects sanitaires. Et pour revenir aux données scientifiques qui existent, vous l'avez dit, pour les 3 vaccins principaux, Moderna, Pfizer, BioNTech et puis AstraZeneca. Du Royaume-Uni. Alors, quelle est l'importance de ces données pour le monde scientifique? C'est pour étoffer votre bibliothèque, vos connaissances? Qu'est-ce que vous en faites?
Ce qu'on en fait, on les lit d'abord pour savoir quelle Vous les avez lus? Moi, je les ai lus, j'ai les trois articles ici. Ça prend du temps, hein. C'est-à-dire que pour vraiment, c'est en anglais, donc ça prend du temps pour vraiment comprendre tout ce qui a été fait. Et il faut les lire, il faut savoir, pour bien comprendre la stratégie qui a été proposée, quels sont les critères de jugement et quelles sont les implications en termes de santé publique. Et après, ça permet également de communiquer. Vous savez que le vaccin, nous faisons face à un grand groupe qu'on appelle le groupe des anti-vaccins qui communiquent. Donc, il faut lire, il faut discuter avec eux. Voilà. C'est comme si on dit believer or not believer, quoi. Les anti-vaccins, on va reparler d'eux, surtout quand on va évoquer les effets secondaires, parce que c'est sur ces aspects qu'ils vous taclent sérieusement, les anti-vaccins. Non, les anti-vaccins, c'est surtout les aspects. Il y a d'abord un petit groupe qui ne croit pas du tout au vaccin. Et puis après, ceux qui ne croient pas maintenant au vaccin de la Covid. Donc, il faut séparer. Donc, on discute. C'est science contre science, on discute gentiment. Ils n'ont pas forcément tort, ceux qui sont totalement contre les vaccins, parce que leur postulat, c'est qu'il faut laisser l'organisme se défendre. Ne pas influencer la défense de l'organisme. Je vois le bénéfice que la vaccination a apporté au cours de ces dernières années. Hein. C'est-à-dire, quand vous prenez le programme élargi de vaccination, la coqueluche, moi j'en ai entendu seulement dans les livres, où on te dit que vous faites une toux, que dans les livres, j'en ai jamais vu. Si vous prenez la variole a été éliminée complètement dans les années 1977 avec une certification en 1980. La poliomyélite est totalement éradiquée en Afrique ou en voie d'éradication. Grâce à la vaccination, on arrive à contrôler beaucoup plus facilement une maladie à virus Ebola. Grâce à la vaccination, on peut également contrôler les épidémies de méningite et les épidémies, par exemple, de fièvre jaune. Mais le problème, c'est est-ce que c'est intéressant de vouloir contrôler toutes les maladies? Est-ce qu'il n'y a pas de maladies utiles? Est-ce que l'hypertension artérielle est utile? Voilà, on est tous hyper tendus, on mange hyper salé, on a une sensibilité à développer les hypertensions artérielles parce qu'on est sujet de race noire. Est-ce que l'obésité... Non, mais c'est les maladies microbiennes, parce que les maladies sans microbes... Ah oui, pourquoi vous voulez séparer les maladies microbiennes des maladies non transmissibles? Vous avez le cancer, donc voilà. Si vous prenez même, il y a des cancers qui sont liés à des agents infectieux, notamment le virus de l'hépatite B ou bien le papillomavirus qui entraîne le cancer, qui est la première cause de cancer du col de l'utérus. C'est pour cela justement qu'il y a également un vaccin pour empêcher la survenue du cancer du col de l'utérus chez la femme. Tu vois? Ben, ceux-là, on doit peut-être les écouter plus attentivement dans la mesure où certaines de ces maladies parfois sont guéries sans médicaments. Moi, j'ai lu des études chacun cancer sans médicaments. Chacun un cas particulier, mais il faut généraliser sans aucune donnée épidémiologique. Vous savez, bon, on vient de plusieurs mondes. Moi, je viens d'un monde très cartésien, épidémiologiste. Voilà, c'est. Mais le monde cartésien, est-ce qu'il n'est pas en difficulté aujourd'hui avec le développement d'autres sciences comme la physique quantique, comme en médecine, l'épigénétique? Est-ce que vous ne devez pas un peu vous cacher de temps en temps? Non, c'est comme, en fait, c'est le monde qui est devenu. Aujourd'hui, le monde est devenu comme ça. C'est-à-dire, il y a ceux qui croient au complot et ceux qui ne croient pas au complot. Moi, je fais partie des gens qui croient jamais au complot. Et donc, je vis comme ça. Ceux qui croient que tout est complot. Par exemple, que ce virus, on l'a inventé, etc. Non, le virus est là, il faut le tuer. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, ça devient une discussion très philosophique et qu'on s'en sortira pas. Non, c'est pas une question de philosophie, parce que c'est du concret. Non, c'est pour ça que je dis tout simplement, voilà, tu crois ou tu crois pas. On va pas changer les gens, même dans la stratégie vaccinale. Il faut pas forcer les gens à faire le vaccin. D'une manière ou d'une autre, on est en train de les forcer. Non, je pense. Après, le gouvernement décidera. Moi, je pense personnellement, il ne faut pas changer et que chacun puisse assumer ses actes et ses choix. Voilà. Moi, si demain il y a un vaccin, est-ce que je me ferai vacciner? Sans hésitation, je me ferai vacciner. Ah ben, vous présenterez votre bras si on veut vacciner demain. Oui. Si demain il y a le vaccin, moi, je me ferai vacciner sans hésiter.
Parce que je crois totalement en cette science. Et comme d'autres qui ne croiront pas en cette science, et puis voilà, j'espère qu'ils porteront le masque. Ce n'est pas parce qu'il y aura un vaccin, aujourd'hui en tout cas, ce n'est pas parce qu'il y a un vaccin qu'on va oublier les gestes barrières. Voilà. Alors, ça veut dire que vous avez été totalement rassuré par votre lecture des données scientifiques sur les vaccins, les 3 en vogue actuellement. Est-ce que vous avez des zones d'ombre? Oui, il y a plein de zones d'ombre. Il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus, par exemple, sur la durée de protection. Personne aujourd'hui ne peut vous dire quelle est la durée de protection. On sait seulement que ceux qui ont fait des formes symptomatiques un peu graves ont une durée de protection, d'après une étude australienne, de 8 mois à peu près. Mais quelle est la durée exacte de protection actuellement de ce vaccin? On ne le sait pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire les patients qui ont participé aux essais vont être suivis encore pendant 2 ans pour justement mesurer la durée de protection à court ou à long terme. Mais, comme si vous prenez par exemple le cas de la fièvre jaune, une seule dose vous confère une immunité à vie. Par contre, dans le cas de la grippe, il faut faire des rappels chaque année. Donc, on ne sait pas encore s'il faudrait faire des rappels ou bien ça entraîne une immunité de 1 an, 2 ans ou 3 ans. On ne sait pas. Ça, c'est... Déjà, un rappel est obligatoire, en tout cas, parce qu'il faut 2 doses. Non, il faut 2 doses. C'est-à-dire que c'est 2 doses qui font... C'est comme, par exemple, pour les hépatites, il faut 3 doses. C'est comme, par exemple, pour lorsqu'on parle du programme élargi de vaccination, il faut 5 visites pour avoir une couverture vaccinale complète. Mais ça, c'est classique pour les stratégies vaccinales. Pourquoi une dose ne suffirait pas? Une dose entraîne une immunité qui est partielle. Et pour revenir à cette notion de 1 dose ou de 2 doses, vous savez que les Britanniques, devant une situation qui est extrêmement difficile, qui est dans le cas d'une épidémie où la situation était incontrôlable, ils ont voulu proposer une stratégie à 1 dose pour offrir la possibilité à beaucoup de concitoyens d'être vaccinés. Mais je ne sais pas si finalement ils l'ont fait ou pas. On l'a déjà essayé dans des épidémies comme des épidémies de fièvre jaune en République démocratique du Congo, où on avait une rupture de vaccin. Et là, on fait ce qu'on appelle des stratégies dites fractionnées, parce qu'on est en épidémie. Et puisque l'idée est de dire, lorsque je fais la dose complète, par exemple pour la fièvre jaune, c'est une immunité à vie, je vais faire 1/10 de la dose. Ça va faire dire une dose fractionnée qui permet de protéger pendant 2-3 mois le temps d'avoir suffisamment de stock. Mais pour le cadre du coronavirus et les vaccins qui existent pour le moment, je ne sais pas s'il faut continuer par les vaccins. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt les appeler phase clinique renforcée? Après, on peut toujours jouer sur les termes. J'ai pas la réponse, je crois. Pour le moment, on l'appelle vaccin, je vois, mais je peux regarder si ça peut te faire plaisir, je te dirai. Mais bon, pour le moment. Pour coller à la réalité. Non, parce que en fait, la vaccination, c'est une stratégie qu'on appelle une stratégie de prévention primaire. Et ici, la prévention, c'est d'éviter les formes graves de la maladie. Parce que je sens qu'on y va avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas comme les autres vaccins, on dit on siffle, venez, on va vacciner. Vous avez vu en France la prudence avec laquelle la vaccination a commencé, avec un groupe cible très restreint, ensuite à une vitesse qui a été même très critiquée. Ça veut dire que tout le monde a peur. La France n'a jamais été un bon exemple en matière de vaccination. Je le dis franchement. Moi, je me rappelle, j'avais conclu un colloque en France et les gens disent en matière de vaccination, on a une couverture qui est très faible. C'est pas un bon exemple. Il faut comparer. Si vous voyez Israël qui a vacciné 20% de sa population. Donc voilà, il y a des anti-lobbies très très forts en France. Donc c'est pas une prudence. Je pense plutôt que les vaccins ne sont pas disponibles. Puisque en France, ce qui a été proposé, c'était d'avoir 500 000 doses chaque semaine. Est-ce qu'ils ont les 500 000 doses? Voilà, donc après, ils ont fait une stratégie. C'est comme l'affaire des masques. Ils ont fait une stratégie. Oui, c'est comme une affaire de masques. Parce qu'on apprend, il faut rester. Moi, je reste très, très humble. Je veux pas. Je critiquerai pas. Après, à la fin, on verra. Chacun fera son analyse. Après, est-ce qu'ils ont tous les moyens? Quand vous demandez qu'il faut une visite, après, il faut signer un consentement parce
personne ne veut assumer la responsabilité de la décision. Donc voilà, et parce qu'on sait très bien que si jamais il y a des effets secondaires, qu'il y aura des plaintes. Et n'oublions pas les histoires de sang contaminé, n'oublions pas les histoires avec la vaccination contre des hépatites B. Ils ont eu plein de problèmes qui ont marqué l'histoire même de la prévention et de la vaccination en France. Et puis le peuple français est un peuple un peu philosophe, hein, on discute. Je dis, ils ne sont pas un bon exemple en matière de vaccination. Et je le dis, moi j'ai été totalement formé en France, hein, donc, mais je le dis, ils ne sont pas un bon exemple en matière de vaccination. Donc, quel est le meilleur vaccin aujourd'hui entre les 5-6 qui existent sur le marché? Non, je ne poserai pas la question comme ça parce que il faut prendre des critères. C'est-à-dire que l'idée est de se dire quels sont les critères pour choisir le meilleur vaccin, par exemple, pour le Togo. Je répondrai plutôt comme ça. Il faut des critères. Parce que le premier critère, c'est pas forcément... L'efficacité. Il y a l'efficacité. En termes d'efficacité, tous ces vaccins sont comparables. Sauf AstraZeneca qui est un peu bas. Efficacité à 70% pour AstraZeneca. Et puis 95% pour le 90%. 70%, est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine. Ça vaut nettement la peine. 70, ça veut dire oui. 7 sur 10, hein? Oui, après, il faut regarder les analyses, mais je pense qu'il y aura d'autres données qui vont reconforter les histoires les données de AstraZeneca. Ça, c'est un. Ça, c'est d'abord l'efficacité. Deuxièmement, c'est la tolérance. D'accord? Pour moi, le deuxième critère. Le troisième critère fondamental, c'est la logistique. C'est-à-dire les histoires de conservation du vaccin ou pas. Quand vous avez un vaccin que vous devez conserver à moins 70 degrés et que vous devez faire un investissement énorme pour les conserver, des vaccins qu'on va conserver à moins 20 degrés et les vaccins qui seront dans un frigidaire normal, pour moi, doit faire partie de ces critères. Le quatrième critère, pour moi, c'est le coût des vaccins. AstraZeneca est à $5 ou 5 € la dose. Non, la dose pour Zeneca? AstraZeneca, oui. AstraZeneca, c'est 2,5 €, je pense. Hein. Oui, 2,5 €. 2,5 €. Donc, la vaccination complète est à 5. Les autres sont un peu plus chers. Donc, il y a aussi ça, le coût. Pfizer, qui est environ à 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Et finalement, c'est la disponibilité. Le plus important, c'est la disponibilité. Parce que vous pouvez choisir Pfizer, mais si on vous dit que le délai de livraison est en 2023, c'est ce qui risque d'arriver. Ce n'est pas une question de... C'est ce qui va arriver. Parce que ceux qui ont déjà... Il y a une file d'attente. Il y a des discussions qui sont bilatérales. Et voilà, donc vous allez prendre ce qui est disponible. Certains pays africains ont déjà annoncé des dates pour les vaccinations. Il me semble que la Côte d'Ivoire parle d'avril. Ils veulent même avancer ça en février. La Guinée, avec le vaccin Sputnik 5 de la Russie, a annoncé une campagne de vaccination. Le Maroc aussi, ça veut dire que certains pays africains disposent de bonnes doses. Ça n'engage que ceux qui ont fait ces déclarations. Ça n'engage que ceux qui ont fait des déclarations. Non, tout simplement. Vous êtes sceptique, vous? Non, c'est pas que je suis sceptique. Je ne sais pas à quel niveau de négociation ceux qui ont annoncé des dates sont. Parce que c'est très compliqué, hein, parce qu'il y a une demande qui est extrême, qui est forte. Ce n'est pas une question de lobbying. On est, même, voilà, le responsable financier d'AstraZeneca, il veut voir le chèque. Hein. C'est-à-dire que vous avez le chèque, il va vous dire, en fonction de notre capacité de production, vous serez livré tel jour. Donc voilà, moi je ne sais pas s'ils ont déposé l'argent, s'ils ont signé des chèques. Et l'histoire d'aujourd'hui, ce n'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. Beaucoup souhaiteraient avoir, par exemple, même des médicaments, même les écouvillons pour prélever, pour faire le diagnostic, ils sont sur une liste d'attente. On a vu avec l'histoire des respirateurs, là, au début. Même des cartouches pour faire le diagnostic, puisqu'on peut faire le diagnostic avec des cartouches de GeneXpert. Nous avons, à un moment donné, sommes rentrés en discussion avec le labo. On voulait avoir 500 000 cartouches. Ils nous ont dit que Togo, vous en aurez 2000. C'est pas parce qu'ils n'en ont pas. Parce qu'il faut une répartition équitable. C'est pour cela, justement, qu'on avait créé la plateforme COVAX pour aider à tout contrôler. Mais les discussions bilatérales surpassent cette plateforme COVAX. Maintenant, en valeur absolue, quel est le meilleur vaccin? Non, c'est pour ça que si je prends les 5 critères ou les 5 indicateurs, il faut donner de poids à ces 5 indicateurs.
Si vous me demandez quel est le plus important pour moi, c'est la disponibilité. Parce que sur l'efficacité, c'est comparable. Sur la tolérance... 94 et 70%, c'est pas comparable, mais professeur Clévy. Non, il ne faut pas voir ça comme ça. C'est, quand je vaccine à large échelle et que je couvre une population assez importante, si j'ai un vaccin qui a une efficacité de 95%, ou sur le plan logistique, pour le déployer, pour aller à Dapaon, j'aurai énormément de problèmes, que je vais perdre beaucoup de vaccins, parce que l'efficacité du vaccin peut être également amenuisée, parce que je n'arrive pas à avoir la bonne conservation. Oui, avec les coupures d'électricité. Voilà, donc tu vois, c'est pas parce que c'est 95% aux États-Unis. On a des chambres froides pour garder à moins 70 degrés, pour Pfizer par exemple. Non, voilà, donc c'est ça. Ça veut dire que pour les pays tropicaux, a priori, Pfizer va être difficile parce que c'est le vaccin, qui est conservé à moins 70 degrés. Je ne sais pas les moyens dont disposent les pays. Donc voilà, peut-être qu'il y aura un accompagnement, peut-être qu'il va y avoir un investissement plus conséquent pour garder ces vaccins. On sait qu'un certain nombre de vaccins peuvent être gardés dans un frigidaire normal, donc ça va être il faut tenir compte de tout ça et surtout la disponibilité, parce que le plus important c'est de ne pas annoncer des dates. Il ne faut pas annoncer de dates et donner l'impression que il y aura le vaccin dans 6 mois. Si on fait ça, c'est que si le vaccin n'arrive pas, les gens vont baisser la garde. Voilà, il faut vraiment être sûr que le vaccin sera là. Et même quand on te dit qu'il y a un délai de livraison, il faut se méfier. On a vu pour les masques, les masques ont été achetés sur des tarmacs des aéroports. Ouais. C'est compliqué. Très compliqué. Alors, on va y revenir dans la seconde partie, mais je voudrais quand même que vous nous disiez, à l'étape actuelle du développement de la maladie en Afrique, est-ce que le vaccin est nécessaire pour le continent ? Voilà, beaucoup de gens on pose cette question. Est-ce qu'on a des décès? Je dis oui. Est-ce qu'on a des décès? On a des décès. Est-ce qu'on a envie de réduire la mortalité? Oui. Donc, il y a ces critères qui sont pour moi très importants. Est-ce qu'on veut avoir une reprise économique normale? Les frontières qui sont fermées. Et vous regardez par exemple les hôtels, regardez par exemple les sportifs. C'est très économique et c'est très difficile. Donc il y a également la question de la reprise économique qui va jouer. Et ce qu'on oublie, c'est que ce virus est en train de muter. Donc vous avez entendu parler du variant anglais, du variant sud-africain. Donc il mute. Et forcément qu'il va muter. On ne sait pas quelles seront les nouvelles mutations auxquelles on va faire face. Donc vaut mieux se préparer. Mettre en place toute la stratégie vaccinale et être prêt pour vacciner. Moi, je crois personnellement qu'il faut être prêt et observer. Je ne vois aucun pays au monde qui va dire je ne ferai pas de vaccin. Les gens le feront, mais avec précaution. Ils le feront avec un petit retard, mais je suis persuadé que tout le monde, tôt ou tard, tout le monde ira vers la vaccination. Mais la question mérite peut-être d'être posée parce qu'en Afrique, la létalité est quand même à relativiser par rapport à ce qui se passe en Occident ou même aux États-Unis. En Afrique, on meurt beaucoup moins du coronavirus qu'ailleurs. Oui, mais je me méfie. Je me méfie de... Il ne faut pas se méfier parce que des scientifiques ont théorisé là-dessus. On meurt 10 fois moins de coronavirus. Non, c'est parce qu'on n'a pas la même population. On a une population qui est très très jeune. L'âge médian en Afrique est de 19 ans. Alors que là-bas, l'âge médian, ils ont une espérance de vie beaucoup plus élevée. Ils ont des EHPAD, c'est-à-dire des endroits où on hospitalise des personnes âgées, ce que nous n'avons pas. Et on sait que pratiquement 60% des décès surviennent dans ces endroits où les personnes âgées... Mais il faut se préparer. Il faut se préparer. Et je ne vois pas... parce que tant que le virus existe, il peut y avoir des clusters. Chaque fois qu'il y a des clusters ou bien des foyers épidémiques, ça veut dire qu'on peut fermer demain une grande entreprise parce qu'il y a des cas et que du coup, on ne va pas continuer à vivre normalement. Donc c'est ça qui me fait peur. Il faut tout faire pour continuer à vivre normalement. Et ceci non plus handicape
l'éducation des enfants. Donc c'est de voir le problème dans sa globalité, pas dans la maladie en soi, et coronavirus, ça tu peux, etc. Mais la globalité, l'impact économique que cette maladie a sur la société. Même ceux qui meurent du coronavirus en Afrique, est-ce qu'ils meurent réellement du corona? Il me semble que c'est d'autres maladies qui les envoient de pas de reste. Moi, je ne rentrerai pas dans ce débat. Ils sont morts. C'est l'hypertension, c'est le diabète, c'est l'asthme. Ils ont été dépistés, infectés par le coronavirus. Ils avaient des comorbidités et ils ont peut-être fait des formes graves. Voilà. C'est ça la vraie vie. Ils sont morts. C'est ça. Ce qu'on cherche, c'est d'éviter que les gens soient décédés. Qu'ils étaient diabétiques, plus coronavirus, mais la finalité, c'est qu'ils sont morts. Et notre rôle, c'est de tout faire pour baisser la létalité ou la mortalité. Finalement, est-ce qu'il faut donner raison à ceux qui pensent qu'on a fait un peu trop sur cette maladie en Afrique? Qu'est-ce que vous appelez un peu trop? Est-ce qu'on n'exagère pas la dangerosité de la maladie? C'est une question, parce que ça existe au sein de l'opinion. Est-ce qu'il ne faut pas ramener cette maladie à sa juste proportion? C'est une maladie, bien sûr, mais est-ce qu'il faut céder à la chose? Moi, j'ai jamais vu une maladie qui a fermé les frontières. Voilà. C'est d'abord ça. C'est une maladie respiratoire et on en sait Est-ce que vous voyez ce qui se passe en Grande-Bretagne? Donc, et tant que nous allons avoir une communication ou bien des voyages entre ces différents pays, ça veut dire que ça peut flamber de part et d'autre. Vous allez observer que ces derniers temps, on a eu une petite augmentation des cas. Parce que nous avons la période de fête, peut-être? La période de fête, parce que nous avons beaucoup de compatriotes qui sont rentrés pour fêter. Et donc, voilà. Donc, que ce soit en Côte d'Ivoire aussi, il y a une flambée parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont rentrés pour fêter. Donc, chaque fois qu'il y aura des voyages, des mouvements de population, donc il faut se protéger. Je ne pense pas qu'on en fait trop. Parce qu'au fait, dans l'histoire même de la gestion, après, on va faire le bilan. Après, on fera le bilan. Pour le moment, il s'agit de contrôler pour retourner à une vie plus ou moins normale. Tout le monde est devenu savant. Tout le monde donne des avis. Et c'est normal. Et c'était comme si l'histoire du coup-feu, pendant la période des fêtes, tout le monde avait un avis. On est comme l'équipe de football du Togo qui va aller jouer, où il y a 11 ans, où chaque... Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays. Et tout le monde donne un avis. Je ne sais pas quel est le pays où il y a un consensus sur la manière de gérer l'épidémie. Je ne connais pas un seul. Même aux États-Unis, vous avez Anthony Fauci, vous avez les plus grandes écoles de santé publique. C'est là où il y a beaucoup plus de décès. Donc ça veut dire qu'il y a eu un problème entre la science et la politique. Donc voilà, donc c'est après l'épidémie, on verra qui a raison, qui a tort. Pour le moment, on gère. La vaccination donc est nécessaire pour normaliser la situation dans une certaine mesure, pour revenir à une vie normale. Non, on ne peut pas nous dire qu'il y a un moyen qui permet d'éviter les formes graves, voire éventuellement la transmission, et ne pas l'utiliser. Voilà. Il faut utiliser tous les moyens qui sont disponibles. Mais y a-t-il des effets secondaires de cette maladie à coronavirus? Quelle efficacité contre les nouveaux variants de la maladie? On va parler de ces sujets dans la seconde partie de ce forum. Mais là, nous marquons une pause pour une nouvelle édition du journal. On revient dans une dizaine de minutes. À tout de suite.